On va s'intéresser aujourd'hui à un phénomène clinique bien précis, la confusion qui peut s'installer entre l'amour et la dette. Pour ça, on va s'appuyer sur une leçon thérapeutique d'Integria et on va essayer de comprendre ensemble comment cette dynamique se met en place et surtout comment on peut s'en libérer. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va suivre un parcours en 6 étapes. D'abord, on va partir d'un cas concret pour bien cerner le problème. Ensuite, on définira les concepts importants. On verra aussi quels sont les contextes familiaux à risque. Puis, bien sûr, on analysera les conséquences d'une telle dynamique. Et pour finir, on abordera les solutions, les grands principes pour se libérer et le protocole qu'on appelle l'amour-tendon. Voilà, notre point de départ, c'est une histoire. Une histoire vécue. Tout commence par quelques mots, une phrase toute simple. Échangé un soir entre un père, Thomas, et son fils. Alors qu'il couche son fils, Thomas est comme frappé par un souvenir. Les mots de son propre père qui lui reviennent en tête. Des mots qui lui rappellent que pour lui, l'amour, ce n'était pas vraiment un cadeau. C'était plutôt un investissement, quelque chose qui attendait un retour. Une sorte de dette invisible. Et c'est ce soir-là, vraiment, que Thomas réalise qu'il fait partie d'une chaîne affective qu'il ne veut absolument pas transmettre à son tour. Cette prise de conscience de Thomas, elle met le doigt sur une opposition vraiment fondamentale. C'est pour ça qu'il est crucial maintenant de bien définir les deux concepts qui s'affrontent ici dans l'amour parental. Alors, l'amour-dette, qu'est-ce que c'est, cliniquement parlant? Eh bien, c'est une relation dans laquelle l'amour du parent crée, que ce soit dit clairement ou non, une sorte de créance. L'enfant, lui, grandit avec cette idée, cette sensation qu'il doit quelque chose en échange de tout ce qu'il a reçu, les soins, l'affection. Et là, l'opposition est vraiment nette. D'un côté, on a une espèce de comptabilité des sentiments, qui repose sur la culpabilité, sur le contrôle. Et de l'autre, on a l'amour-don. Un amour qui est gratuit, qui n'attend rien, et dont la seule récompense, c'est le plaisir de donner. Un amour qui, au final, ne vise qu'une chose, l'autonomie de l'enfant. Mais attention, il faut faire une distinction très importante ici. Il y a la reconnaissance, qui est tout à fait saine, légitime, et puis il y a la dette toxique. Elle est complètement différente, elle est écrasante. C'est ce sentiment qu'on ne pourra jamais rembourser ce qu'on a reçu. Et ça peut aller très loin, jusqu'à se sentir coupable de vivre sa propre vie, de faire ses propres choix. Alors, on peut se demander d'où vient cette dynamique de l'amour-dette. Elle ne sort pas de nulle part, évidemment. Elle s'enracine dans des contextes familiaux bien particuliers, des configurations que la thérapie familiale a pu identifier. Le premier cas de figure à risque, c'est celui des familles où l'un des parents a des traits narcissiques. Dans cette situation, le sacrifice du parent n'est plus un don désintéressé. Non, il devient un véritable outil de contrôle. Le témoignage de Sarah est très parlant là-dessus. Cette fameuse phrase « j'ai tout sacrifié pour toi », elle devient une arme. Ce n'est plus une expression d'amour, c'est une façon de dire « tu me dois quelque chose ». Et le résultat, c'est que chaque succès de Sarah, chaque pas vers son autonomie, est perçu par sa mère comme une sorte de trahison de ce fameux sacrifice. Deuxième grande configuration à risque, ce qu'on appelle la parentification. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. Les rôles sont complètement inversés. C'est l'enfant qui se sent responsable du bonheur et du bien-être de son parent. La dette, en quelque sorte, change de sens. Et là encore, soyons clairs, le risque vient souvent d'une combinaison de facteurs. Par exemple, la monoparentalité seule n'est pas un problème. Mais si on y ajoute la précarité économique et un fort isolement social, alors oui, ça peut créer un contexte où l'enfant va se retrouver à porter des responsabilités bien trop lourdes pour son âge. L'histoire d'Ahmed illustre ça parfaitement. Quand il a voulu partir pour ses études, son désir d'émancipation n'a pas été vu comme quelque chose de normal et de sain. Non, ça a été vécu comme un abandon pur et simple. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, il était devenu le véritable pilier de sa mère, aussi bien sur le plan matériel qu'émotionnel. Et enfin, il y a une troisième configuration, qui est celle de la transmission de génération en génération. C'est l'idée qu'une injustice, une dette non réglée dans le passé familial peut se transmettre. Les enfants se retrouvent alors à hériter d'une dette qui, à l'origine, ne les concernait même pas. On le voit, c'est une mécanique qui est à la fois complexe et, il faut le dire, toxique. Et ses conséquences, elles sont bien réelles et elles touchent tout le monde. L'enfant, bien sûr, mais aussi le parent. Pour l'enfant, le résultat, c'est une sorte de prison invisible. La conséquence la plus terrible, c'est sans doute ce qu'on nomme la culpabilité ontologique. C'est un mot un peu fort, mais ça veut dire se sentir coupable d'exister, tout simplement. Parce que son existence même a créé une dette. Dans ce système, l'amour n'est plus un cadeau. C'est quelque chose qu'il faut mériter, qu'il faut rembourser en permanence. Et du côté du parent, le témoignage de Michel est très intéressant. Un parent qui est bloqué dans cette logique de dette, en fait, il passe à côté de l'essentiel. La joie de donner sans rien attendre en retour. Il est prisonnier de sa propre comptabilité affective, toujours dans l'attente d'un remboursement qui, par définition, ne peut jamais arriver. C'est un amour qui, au lieu d'enrichir, finit par appauvrir celui qui le donne. Bon, le constat est assez lourd.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de briser cette chaîne. Il existe des principes, des clés pour se libérer et pour transformer en profondeur cette dynamique. Ce chemin vers la libération, il s'appuie sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est d'abord d'identifier le schéma, d'en prendre conscience. Le deuxième, c'est de réapprendre à donner par joie, et non plus par obligation. Et le troisième, qui est peut-être le plus difficile, c'est de renoncer, vraiment consciemment, à toute attente de retour. Pour aider les parents à identifier ce schéma, le protocole suggère quelques questions à se poser, en toute honnêteté. L'idée, c'est de faire la lumière sur les attentes qui se cachent derrière les gestes d'amour, et de voir si parfois on n'utilise pas ces sacrifices comme une sorte d'argument ou de moyen de pression. Et pour les enfants, même une fois adultes, il y a des signaux qui ne trompent pas. Ce sentiment diffus de culpabilité, juste le fait de vivre sa vie, de faire ses choix, c'est souvent le signe le plus évident qu'on est pris dans les filets de cet amour-dette. Bon, une fois qu'on a bien identifié le schéma, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est là qu'intervient le protocole de l'amour-donne. Il ne s'agit pas de grandes théories, mais d'applications très pratiques pour changer la relation au jour le jour. Et un des points absolument essentiels de ce protocole, c'est le langage, le pouvoir des mots. Il s'agit de remplacer consciemment les phrases qui créent la dette par des phrases qui, au contraire, affirment le choix, la joie, la liberté. C'est vraiment passer de la contrainte à l'amour inconditionnel. Le cas d'Eliette est un très bel exemple qui montre que ce n'est pas une utopie. Cette transformation est vraiment possible. En l'espace de quelques mois, en appliquant ce protocole, elle a réussi à complètement déconstruire le schéma qu'elle était en train de reproduire. Elle a réussi à se libérer, et par la même occasion, à libérer sa propre fille de cette angoisse permanente de la dette. Pour conclure, l'opposition est finalement assez simple. D'un côté, on a l'amour qui est une fin en soi, de l'autre, l'amour qui est un moyen, une sorte de contrat. L'un libère, l'autre emprisonne. La question qui reste, c'est donc celle d'un choix, un choix conscient. Quelle dynamique on décide de construire pour soi-même et surtout de transmettre?